Ouais, bonjour à tous. Donc nous, on arrive à la fin de la partie sur les propriétés mécaniques, et on va parler donc des propriétés de rupture. Donc sur la courbe de traction, où est-ce qu'on se situe? Ben, on a parlé d'élasticité, puis on a parlé de plasticité, tous les mécanismes de durcissement, et à un moment, on a striction, et puis après, dans le col de striction, ben, on va avoir des mécanismes dont on va parler qui vont mener à la rupture du matériau. Ça, c'est dans le cadre d'une rupture ductile. Ici, on va parler d'abord de matériaux fragiles, c'est-à-dire des matériaux qui, comme les céramiques, euh, se chargent élastiquement et puis cassent de façon fragile. Alors, on peut faire comme on a fait pour la limite d'élasticité. On peut se poser la question, mais tiens, quelle est la contrainte nécessaire pour casser un matériau, c'est-à-dire, ben voilà, c'est ce qu'on va appeler cliver, donc casser toutes les liaisons, et donc avoir la partie supérieure qui est séparée de la partie inférieure. Vous voyez bien que si vous regardez le mécanisme dont on est en train de parler, c'est très proche de ce qu'on avait évoqué quand on parlait de la limite d'élasticité théorique. On disait, ben, imaginons que on bouge la partie supérieure par rapport à la partie inférieure sur une distance interatomique, et pour faire ça, on casse l'entièreté des liaisons. Et donc en fait, donc, quand on fait le même type de raisonnement, en disant là, je clive le cristal, hein, je ne reforme pas les liaisons après avoir bougé sur une, une, une distance égale à une distance interatomique, on va tomber exactement sur les mêmes ordres de grandeur, c'est-à-dire que la limite de rupture théorique, qu'on va appeler limite de clivage, vaut à peu près le module de Young divisé par 10, et ce qui est beaucoup plus élevé que ce que l'on obtient euh, de façon pratique. Donc la question c'est pourquoi est-ce que je clive, je casse de façon fragile le matériau pour des contraintes qui sont beaucoup plus faibles que la contrainte théorique. En fait, l'origine de ça, c'est qu'on a toujours des défauts, comme par exemple une particule, une porosité, et qu'au voisinage de cette porosité, on a ce qu'on appelle une concentration de contraintes. C'est ce que vous voyez ici. Vous imaginez donc, vous avez une porosité de forme, bon, une ellipse avec un rayon d'ouverture là au R. Euh, et donc on peut montrer que le champ de contrainte, hein, si j'applique une contrainte nominale, donc sigma num, au matériau, que au voisinage de cette porosité, on va avoir un champ de contrainte qui va être bien différent de sigma nominal, hein. Donc ce sigma y, c'est sigma nominal fois un terme. Vous voyez qu'il y a des facteurs, les facteurs géométriques A et R qui interviennent. Donc déjà, si R est extrêmement petit, donc si vous avez une préfissure qui est très aiguë, ben, vous allez avoir un sigma Y qui va être très grand. Donc une valeur typique, c'est bah, si vous avez une porosité de type sphérique, ben là le sigma Y vaut 3 fois le sigma nominal, mais dès qu'on a quelque chose qui est effilé, le sigma Y peut être beaucoup plus élevé que le sigma nominal, donc il y a un ordre de grandeur, là vous voyez que le sigma Y peut être facilement euh, 100 fois, 1000 fois plus élevé que la contrainte nominale. Et donc on peut avoir à proximité de ce défaut
un niveau de contrainte qui est tel que on peut casser le matériau, et donc de passer de, d'un matériau qui ne faisait qu'un en deux morceaux. On a créé ce qu'on appelle deux surfaces de rupture. Donc, dans le cadre de la rupture fragile, il y a un nom qui revient très souvent, c'est le nom de Griffith, qui a en fait dérivé un critère pour dire oui, la contrainte est suffisante pour casser le matériau de façon fragile. Alors qu'est-ce qu'il faut pour casser le matériau? C'est que voilà, on a vu que le sigma nominal n'expliquait pas la, la, la rupture fragile, mais qu'il fallait faire appel à la présence de défauts dans lequel où on a une concentration de contraintes qui peut être très facilement 100 à 1000 fois plus élevée que le sigma nominal. Donc mécaniquement, en fait, dès qu'on a des défauts, on va avoir un critère mécanique de contrainte locale qui est atteinte, qui qui va être validée. Par contre, il faut encore, pour que ça se fasse, que ceci soit favorisé d'un point de vue énergétique. Parce que énergétiquement, qu'est-ce qui se passe? Hein, donc je vais devoir propager un défaut. Hein, donc pour cela, en fait, on peut montrer que qu'autour de ce défaut, on a un déchargement élastique. Donc on récupère une énergie élastique sur un volume qui est une ellipse de grand axe 4A et de petit axe 2A. Donc ici, je prends une fissure qui a euh, une taille comme grand axe 2A. Okay, donc je vais décharger euh, un, une ellipse, hein, puis donc je prends ici une épaisseur de l'échantillon unitaire. Mais donc voilà, je vais récupérer sur ce volume toute l'énergie élastique qui a été stockée. Donc ça, c'est une force motrice. Ben voilà, en faisant croître la fissure, je vais faire croître la taille de cette ellipse, et donc je vais augmenter la quantité d'énergie élastique que je récupère. Alors, comment est-ce qu'on peut calculer l'énergie de déformation élastique? Ben donc, par unité de volume, vous vous souvenez, dans une courbe de traction, l'énergie de déformation, c'est l'intégrale sous la courbe, c'est l'air sous la courbe. Okay, donc ici, on se met dans le cadre d'un matériau qui est fragile, c'est-à-dire il a un comportement juste linéaire, et puis il va casser. Euh, et donc, l'énergie élastique par unité de volume, ce n'est jamais que l'aire d'un triangle, un triangle où vous avez la déformation élastique euh, comme, comme premier côté, la contrainte appliquée sigma nominale comme deuxième côté, et vous divisez par deux pour avoir, enfin vous faites le produit des deux, euh, pour calculer l'aire de ce triangle rectangle. Donc ça c'est l'unité, c'est l'énergie élastique par unité de volume, et donc il faut multiplier ça par le volume déchargé. Donc je vous ai dit que c'était une ellipse de grand axe 4A et de petit axe 2A. Donc ça vous pouvez, et l'épaisseur est unitaire. Ok, donc j'ai finalement pi a carré sigma au carré divisé par E, hein, parce que je, j'exprime le epsilon élastique comme étant égal à sigma sur E en utilisant la loi de Hooke.
Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ce W élastique va évoluer quand ma fissure se propage. Donc de 2A, je passe à 2A plus DA. Donc je peux facilement écrire donc l'augmentation de, euh, de cette énergie élastique en fonction de dA, l'avancée de la fissure. Donc ça, c'est vraiment une force motrice. Donc je récupère de l'énergie élastique qui était stockée dans le matériau. D'un autre côté, j'ai aussi une force résistive qui est le fait que ben, voilà, quand ma fissure se propage, je dois créer des nouvelles surfaces. Donc euh, je fais des nouvelles interfaces et vous voyez que si gamma est l'énergie d'interface, hein, j'ai une interface au-dessus et en dessous, et puis ça croissait des deux côtés, hein, donc vous avez bien 4 gamma S dA. Et donc, on peut clairement dire que la fissure se propagera ben, si euh, l'énergie que je récupère est plus grande que l'énergie surfacique que euh, de la surface de rupture que je suis en train de créer. Et donc ça va nous mener aux critères de Griffith. Voilà, donc en exprimant ça, ben, on peut facilement dériver donc, que le, la contrainte de rupture, ben, ça va être égal à 2E gamma S sur pi A. Ok. Alors, ça, donc ça c'est enfin, la racine carrée. Ça. Donc ça c'est le critère de Griffith, c'est que voilà, dès que je vais atteindre cette valeur de contrainte nominale, ben, je vais casser de façon fragile euh, par clivage. Euh, alors ce qu'il y a de rigolo aussi, c'est que l'on peut inverser cette relation et regarder quelle est la taille du défaut critique euh, qui va mener à la rupture si je connais le chargement imposé. Alors ça, c'est vraiment, quand on parle de rupture fragile, de matériaux fragiles, typiquement des matériaux céramiques qui sont mis en œuvre à partir de poudres que l'on compacte et puis que l'on chauffe. C'est ce qu'on appelle le fritage. On a toujours des porosités résiduelles dans ce cas-là, qui vont avoir une certaine taille. Eh ben, si je mesure la, la, ma population de défauts, donc je connais leur taille, je connais la taille des plus gros défauts, en fait je peux prédire si la contrainte mécanique à laquelle va être soumis le matériau va être telle que je vais avoir rupture ou non. Donc c'est en termes de contrôle non destructif, est-ce qu'on peut utiliser cette céramique? On va utiliser des méthodes telles que la tomographie qui permettent de visualiser les défauts et donc de mesurer la taille. Alors, à partir de la, de la relation de Griffith, en fait, on va aussi l'écrire en définissant ce qu'on appelle le facteur d'intensité de contrainte K, donc qui est défini comme étant
sigma nominal fois racine de pi a. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que sigma nominal fois racine de pi a? C'est le chargement, hein, la contrainte appliquée, fois la un facteur qui est directement relié à la taille du défaut. Okay, donc c'est en fait un paramètre qui dépend du chargement extérieur et je veux dire, de la qualité en termes de taille de défaut de, de, de mon matériau. Donc en fait, c'est en fait relativement indépendant de grandeur intrinsèque au matériau. Okay, donc par contre, ce que je peux dire, c'est que quand K est plus grand ou égal à racine de 2 fois E gamma S, à ce moment-là, j'ai juste réécrit le critère de Griffith en introduisant ce facteur d'intensité de contrainte. Vous voyez que ce racine de 2E gamma S, là, ce que vous avez comme grandeur là, ce sont des grandeurs intrinsèques du matériau, donc son module de Young, et son énergie de surface. Donc, ce facteur, racine carrée de E gamma S, c'est ce qu'on va appeler le facteur d'intensité de contrainte critique. Donc quand mon chargement est tel et ma population de défaut est telle que le facteur d'intensité de contrainte devient plus grand que cette valeur critique, eh ben, on a rupture fragile du matériau. Et donc la capacité de résistance à la rupture, c'est ce qu'on appelle la ténacité. Et alors pour être tout à fait correct, en fait, le terme ténacité caractérise la capacité à résister à la propagation de fissures. Je reviendrai à ça quand on parlera de résilience. Et donc un essai qui permet de mesurer la ténacité demande de pouvoir propager une fissure. Alors regardons un petit peu les microstructures typiques de la rupture fragile. Alors en rupture fragile, on fait la distinction entre deux types de rupture fragile, soit la fissure passe à travers les grains, et on appelle ça à ce moment-là un clivage transgranulaire. Donc vraiment, la fissure passe et elle ne se pose pas beaucoup de questions, elle est un peu déviée au joint de grain. Et vous avez donc un aspect de faciès de rupture avec des facettes comme ça. Donc c'est des zones plates et puis on voit qu'on a rencontré un joint de grain, qu'on est reparti légèrement dans une autre direction, mais une rupture fragile a toujours cet aspect de grandes zones toutes lisses. Et donc ça c'est le clivage transgranulaire qui est celui qu'on voit le plus souvent. Mais alors vous pouvez aussi avoir une rupture qui se fait alors, essentiellement au joint de grain, où donc vous retrouvez après, on voit très très bien les grains sur la micro qui est à droite. Donc là c'est ce qu'on appelle un clivage intergranulaire. Okay, donc ça c'est la rupture fragile. Donc je n'ai pas le matériau ne rentre pas en plasticité, il a une limite d'élasticité en fait très élevée, c'est une céramique, et on atteint en fait à un moment, on ne rentre pas en plasticité, la contrainte appliquée est, est suffisante pour cliver le matériau parce qu'on a localement des défauts et une concentration de contraintes qui va faire que on va pouvoir casser le matériau. Donc maintenant, après la rupture fragile, on va parler de rupture ductile. Donc voilà, maintenant, imaginons que plutôt que d'avoir une céramique,
j'ai un matériau ductile comme un métal et que j'ai voilà, un défaut, une préfissure, on appelle ça, et que je charge le matériau. Si je reprends l'expression euh, de, de la concentration de contraintes, je dis ça peut arriver à des contraintes locales qui sont 100 000 fois plus élevées que la contrainte nominale. Mais si j'ai un matériau qui est ductile, dans lequel je peux avoir des mécanismes de déformation plastique par euh, la, le déplacement des dislocations, donc j'ai de la déformation plastique, je vais avoir au voisinage de la fissure de la déformation plastique. Okay, et cette déformation plastique, ben pour déformer plastiquement le matériau, je dois donner de l'énergie au système. Okay, donc maintenant, si je dois faire le bilan, si je veux propager la fissure, je vais devoir non seulement créer des interfaces, mais en plus, je vais devoir déformer plastiquement le matériau. Et si vous regardez, ben, l'énergie de déformation plastique, ben, c'est beaucoup plus élevé que l'énergie de déformation élastique. Si vous regardez l'air sous la courbe de traction, vous regardez la partie qui est élastique et la partie qui est plastique, ben, la partie plastique qu'on ne récupère pas, donc qui est perdue, qui est dissipée dans le matériau, elle est beaucoup plus importante que la partie élastique. Et donc ceci veut dire que je peux tout à fait euh, euh, exprimer le même type de bilan, hein, donc pour que la fissure se propage. Ben, j'ai une force motrice qui est le, euh, le, le déchargement élastique, et j'ai une force résistive qui est la formation d'interface et la déformation plastique dans une zone plastique en tête de fissure. Donc je réécris en fait le critère de Griffith de la même façon, à part qu'au terme gamma S, je vais écrire un terme gamma P qui est euh, qui est l'image de cette énergie de déformation plastique en tête de fissure. Et ça amène à définir un terme GC qui est très fort utilisé en, en, en mécanique de la rupture ductile, ce qu'on appelle le taux de restitution d'énergie critique. Donc ce GC, vous pouvez le lier au KC, hein, par racine de E fois GC, ben ce taux de restitution de l'énergie critique, comme le KC, c'est une grandeur qui caractérise la ténacité d'un matériau. Donc elle dépend de grandeur intrinsèque. Donc l'énergie de surface euh, et la plasticité en tête de fissure. Okay, donc ici, ce terme gamma P ben, va être vraiment élevé. Hein, et donc c'est ça qui explique que euh, la ténacité d'un matériau fragile est beaucoup plus basse que la ténacité d'un matériau ductile. C'est parce que dans un matériau ductile, en tête de fissure, je dois en plus avoir tous les mécanismes de déformation plastique qui se mettent en œuvre, et j'obtiens ainsi il y a toute une énergie qui est dissipée, euh, tandis que j'ai pas ça dans la rupture fragile. Donc maintenant, si on regarde un petit peu à quoi ça ressemble un matériau qui casse de façon ductile, et donc bien souvent, ce que l'on observe, c'est qu'on va avoir par exemple une seconde phase euh, où on va avoir des cohésions à l'interface de cette seconde phase avec la matrice.
Donc on va avoir une germination de, de, de cavités, ou alors un défaut existant déjà. Euh, et ces cavités vont croître. C'est ce que vous avez euh, sur enfin, sur la photo à droite. Vous avez donc deux cavités euh, qui ont grandi. Et puis finalement, entre ces deux cavités, vous allez avoir tous des mécanismes de déformation plastique. Et finalement, c'est un petit peu comme si entre ces deux cavités, vous avez un test de traction miniature qui est en train de se faire. Vous allez avoir croissance des cavités, déformation plastique entre les cavités. Tout ça va demander de l'énergie, mais à un moment, ces deux cavités vont coalescer. Et donc, par coalescence de cavités, à la fin, on va avoir une rupture macroscopique. Okay, donc ça va demander beaucoup plus d'énergie que de faire du clivage. Et donc, en fait, on peut très bien faire le lien entre, voilà, par exemple, la présence de précipités qui sont des lieux où on va avoir le début de l'endommagement, donc la formation de ces cavités. Et si je regarde ici, donc c'est la réduction d'air, hein, donc c'est une mesure de la ténacité en se disant, ben voilà, la réduction d'air, c'est l'air, enfin, c'est le rapport que j'ai entre l'air à la fin et l'air au début. Donc si j'ai un matériau dans lequel je n'ai aucun mécanisme d'endommagement, ben en fait, donc j'ai striction, et puis dans mon col de striction, j'ai la surface qui continue à diminuer. Et si je n'ai aucun mécanisme de nucléation, germination de cavité, ce qui va se passer, c'est que mon air, à la limite, va arriver à n'être faire plus que deux atomes qui se tiennent, et puis on casse cette liaison. C'est évidemment pas ça qui se passe en réalité. On a toujours des mécanismes d'endommagement, mais donc au plus on arrive à une réduction d'air à la fin du test de traction, donc je vais jusqu'à à la rupture, ben, souvent on prend comme une mesure une représentation de la ténacité, la réduction d'air, en disant si j'ai une grande réduction d'air, ça veut dire que j'ai été capable d'avoir beaucoup de déformations plastiques dans le col de striction et j'ai pu résister longtemps à une rupture de l'échantillon. Et donc vous voyez ici que bah, clairement quand j'ai des secondes phases qui sont des lieux où l'endommagement peut commencer, eh ben, je vais avoir une résistance, une réduction d'air qui diminue. Okay, donc, en fait, la ténacité, bah, si j'ai un maillon faible dans la microstructure où je vais avoir formation de pré-fissure, bah, je vais avoir une ténacité qui n'est pas bonne. Un exemple, un autre exemple, c'est, on a parlé en détail d'acier dual phase. Vous avez une phase molle qui est la ferrite et une phase dure qui est la martensite. Et comme ces deux matériaux, enfin ces deux phases ne se déforment pas de la même façon, parce qu'il y en a une qui est résistante et l'autre qui est molle et ductile, mais ce qui va se passer, c'est qu'aux interfaces entre la martensite et la ferrite, il va y avoir des incompatibilités de déformation et on peut avoir à ce moment-là des cohésions au joint de grain. Hop, c'est le début, c'est une cavité, et puis elle croît, et puis finalement on a une rupture du matériau. Donc regardons un petit peu à quoi ressemble un faciès de rupture quand la rupture est de type ductile. Alors que les faciès de rupture en rupture fragile, c'est vraiment vous avez des grandes zones qui sont tout à fait plates. Le faciès de rupture ductile,
n'a rien à voir avec ça. Vous avez quelque chose qui est beaucoup plus accidenté, et vous, en fait, retrouvez les cavités qu'on va appeler des cupules qui ont donc euh, qui ont coalescé. Vous voyez ça très 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 bien sur cette micrographie. Et puis en plus, vous voyez bien encore à l'intérieur des cupules, vous avez encore les particules, les précipités qui ont été à la base de la formation, euh, enfin, ouais, la création de ces cavités. Et puis après, ces cavités n'avaient qu'une chose à faire, c'est croître. Et elles font ça avec énormément de déformations plastiques et donc une dépense d'énergie. Et donc là, la ténacité, je vous ai dit, c'est euh, c'est une mesure de la capacité à résister à la propagation de fissures. Donc si on veut faire un essai mécanique propre qui mesure la ténacité, c'est loin d'être simple, parce qu'il faut arriver à propager une fissure, euh, et donc de n'avoir que comme réponse que l'on mesure le fait que j'ai une déformation plastique en tête de fissure. Donc pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des échantillons qu'on vient entailler. On fait par exemple avec on prend une lame de rasoir. Vous avez d'habitude ce sont des tôles. Vous faites un trait au rasoir, puis vous mettez ça dans une machine qui fait du cyclage. Donc on appelle ça de la fatigue. Et sur base de cette petite entaille faite au rasoir, va commencer à se former une fissure de fatigue, donc, qui est extrêmement aiguë. Et c'est ça qu'on va prendre comme ce qu'on va appeler une préfissure, et puis on va venir ouvrir, solliciter cette préfissure, et après, voilà, on mesure l'évolution de la contrainte, de la déformation. Il y a tout un protocole derrière, mais donc c'est un test bien particulier qui permet de mesurer la ténacité, et on essaie là d'avoir vraiment une réponse intrinsèque de ce qui se passe en tête de fissures. Alors, ce sont des tests qui sont complexes, et donc bien souvent, en industrie, on va utiliser ce qu'on appelle un essai de résilience ou aussi un essai Charpy, et vous voyez ça au laboratoire. Donc vous avez un échantillon macroscopique, euh, ça fait plusieurs centimètres, donc un espèce de barreau qui est préfissuré. Vous avez, mais bon, la préfissure, là, c'est pas une préfissure de fatigue, c'est vraiment quelque chose qui a été usiné dans l'échantillon. Euh, et donc, on va utiliser ce qu'on appelle un mouton pendule qui va venir. Donc, on va lancer à partir d'une certaine hauteur, il va avoir une certaine énergie potentielle, et ce pendule va venir casser l'échantillon macroscopique et va remonter jusqu'à une certaine hauteur. Et à partir de la différence de hauteur que vous avez entre la hauteur à laquelle le pendule a été lancé et jusqu'où il remonte, cette énergie, cette différence d'énergie, c'est l'énergie qui a été nécessaire pour casser mon échantillon. Alors, vous imaginez bien là que on mesure bien plus qu'une propagation d'une préfissure de fatigue. Ici, ce que je vais mesurer, c'est, ok, je casse le matériau, mais je vais aussi déformer plastiquement bien plus que en tête de fissures. Donc c'est très dépendant de la géométrie. Donc ce sont des essais qui sont standardisés en termes de géométrie, la taille, la taille de l'entaille. Euh, mais il n'en reste pas moins que voilà, on peut comparer comme ça des différents matériaux en termes d'énergie absorbée lors d'un essai Charpy. C'est vraiment très utilisé. Euh,
Alors je voudrais faire une petite digression sur, en tout cas plutôt une réflexion. Vous voyez bien qu'un matériau qui est ductile, ce qui va faire que on, on, euh, on a une grande ténacité, c'est si on a beaucoup d'énergie plastique qui est dissipée. Ok. Et je vous ai expliqué précédemment que euh, la meilleure méthode pour augmenter euh, l'énergie de déformation, hein, quand on a parlé de la résistance au crash des voitures, ben, c'était d'avoir des courbes de traction qui vont haut et loin, grâce à une propriété importante qui est l'écrouissage. Donc une question, c'est bah, donc un matériau qui s'écrouille bien doit avoir une bonne ténacité. Alors, intrinsèquement, c'est vrai. De façon générale, si vous prenez un matériau qui s'écrouille très fort, il va vraiment avoir une très bonne résistance à la, euh, euh, à la rupture. Euh, donc, un exemple, c'est que ben, voilà, par impression 3D, on peut faire une pièce, mais l'impression 3D métal, parfois il y a encore des défauts là-dedans, et beaucoup plus que si on avait fait une pièce qui aurait été coulée, puis laminée et compagnie. Donc dans les pièces euh, imprimées 3D, vous avez des défauts de fusion, de poudre. Et si je prends deux matériaux, un, le titane qui s'écrouille vraiment pas bien, et puis que je prends à côté de ça un acier qui s'écrouille très bien, et que vous regardez vous faites des tests de traction là-dessus, vous allez voir que le, le titane va, dès qu'il y a friction, ben, il va casser tout de suite. Parce que justement, il y a vraiment pas de mécanisme qui permette de retarder la rupture, la diminution d'air va être, la réduction d'air va être très petite. Si je prends un matériau qui s'écrouille très bien, par exemple du cuivre ou un acier euh, qui s'écrouille bien, ben, je vais avoir une bien plus grande déformation totale avec le titane, parce que ben, voilà, intrinsèquement, le matériau est capable de s'écrouir. Alors on a vu que euh, que les aciers tripes étaient des matériaux qui s'écrouissaient bien grâce à la formation de martensites très résistantes en cours de déformation plastique. Donc, très bon écrouissage, avec tout ce que j'ai dit, on va se dire, ben, voilà, si je fais un essai de ténacité, je devrais avoir de très bonnes propriétés aussi. Ben, il se fait que les aciers tripes sont des matériaux qui n'ont pas une bonne ténacité, malgré qu'ils se comportent très bien lors d'un essai de traction. La raison derrière ça, c'est que en fait, donc, quand on mesure la ténacité, ce qu'on vient mesurer, c'est ben, voilà, l'énergie qui est dissipée en tête de fissure pour pouvoir la propager. Et ce qui se passe, c'est que les concentrations de contraintes autour de la fissure qui se propage sont telles que, avant que la fissure n'arrive, l'austénite métastable se transforme en martensite. Donc en fait, ce que voit la fissure quand elle avance dans un acier tripe, c'est non pas un matériau dans lequel j'ai la transformation de l'austénite en martensite, mais un matériau dans lequel j'ai de la ferrite et déjà de la martensite qui s'est faite à partir d'une austénite en fait qui est très chargée en carbone et donc qui est très dure mais fragile. Okay, donc ça c'est un contre-exemple de un matériau qui a un bon écrouissage va être tenace. Mais bon, voilà, en général, euh,
bon écrouissage laisse à penser que vous allez avoir des bonnes ténacités. Et alors je vais terminer par ce qui se passe. Donc on a parlé de matériaux fragiles et de matériaux ductiles. Et ben, un grand nombre de matériaux ductiles deviennent fragiles quand on baisse la température. Donc c'est ce qu'on appelle la, la transition ductile fragile. Vous voyez donc l'énergie, par exemple, vous faites un essai Charpie, vous mesurez une énergie nécessaire à, euh, à casser le matériau, et un régime à haute température où vous avez une grande énergie qui est dissipée, et puis à plus basse température, vous avez là une rupture qui est fragile, et où donc là l'énergie absorbée est beaucoup plus faible. Alors cette transition, la température à laquelle se fait cette transition dépend très fort de la composition, mais aussi de la microstructure. Donc vous voyez ici différents comportements hein, en fonction de la teneur en carbone. Euh, et donc en fait, ce qu'on essaie d'avoir, c'est surtout pour des applications cryogéniques, c'est d'avoir des températures de transition les plus basses possibles. Euh, Parce que si on se trouve à des températures euh, où je suis dans la transition ductile fragile, je peux avoir ce qui se passe sur la photo de droite. Donc c'est un pont qui était au Québec, la ville de Trois-Rivières. C'est pas très loin de Montréal. Bon, les hivers québécois peuvent être assez rigoureux, plus rigoureux que les nôtres. Donc on peut aller à des températures de moins 40 degrés. Et donc ici, on a un pont qui s'est effondré parce que il y a des pièces métalliques qui se sont rompues de façon fragile parce qu'elles avaient passé la température de transition ductile fragile et donc ne se comportaient plus euh, de façon ductile mais fragile. Voilà, ceci termine la dernière partie sur les propriétés mécaniques et la ténacité.